à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Société Supraconsciente. Aujourd'hui est un jour particulier. Nous avons la chance d'avoir Jean-Paul comme à l'accoutumée sur cette chaîne, mais nous avons deux invités exceptionnels aujourd'hui. Nous avons Mouton Lucide de la chaîne Mouton Lucide, donc sur YouTube, que l'on peut retrouver. Ouais. C'est ça. Donc le voici. Et nous avons un invité exceptionnel aussi aujourd'hui, Marcel Paniaga, anesthésiste, médecin anesthésiste de son état. Voilà. Et Marcel va nous parler de quelques expériences. Et ces expériences-là, enfin c'est pas des expériences, c'est plutôt des témoignages, voilà, qui vont être corroborés par Jean-Paul. Et Jean-Paul, tu vas nous expliquer, voilà, tu vas nous donner ton explication, voilà. Et moi, Alexandra, toujours là pour vous servir. Et derrière le micro, il y a toujours Clément. Hein. Salut, salut, salut. Voilà, qui a le micro aussi, qui pourra intervenir. Donc c'est parti. Marcel, le micro est à vous. Bon, alors, qu'est-ce que je peux, moi, vous amener? Je me suis posé la question, même si je suis très intéressé par votre travail, parce que ça recouvre un certain nombre de mes constatations de ma vie d'homme et de ma vie de professionnel. Moi, j'ai travaillé dans un milieu de cancérologie où j'ai eu plusieurs fois l'impression que des gens vivaient une réalité au-delà de la réalité. Donc des gens qui étaient en fin de vie, qui étaient mourants, qui étaient crispés par l'idée de mourir et qui ne voulaient pas mourir. Des gens qui passaient dans le coma et qui, au moment où ils passaient dans le coma, changeaient totalement de façon de s'exprimer physiquement. C'est-à-dire qu'on voyait un sourire apparaître, on voyait une espèce de paix apparaître sur leurs traits et dans leur corps, comme si le fait d'abandonner leur conscience de veille les mettait dans un état de conscience qui les relie à quelque chose qui, à l'évidence, les rendait heureux, alors que pour nous, c'était terrible de voir, souvent c'était des jeunes femmes dans ce service, perdre une jeune femme de 25-30 ans, c'est une horreur, quoi. Il n'y a pas une infirmière, il n'y a pas un médecin qui n'avait pas la larme à l'œil dans ces situations-là dans le service. On en était tous horriblement marqués à chaque fois. Et voir l'évolution de ces personnes, ça posait un problème. Après, j'ai eu 2-3 expériences personnelles. Donc, je peux en livrer une, celle de mon beau-père qui était en train de décéder d'un cancer et qui était très anxieux, regardant le mur de sa chambre et me disant qu'il voyait des choses dans le mur de sa chambre. Les premières fois où il m'en a parlé, j'étais un peu sans réponse, et ma réponse c'était métastase cérébrale et hallucination. Et j'ai eu la chance d'avoir une ouverture d'esprit un peu différente au travers de lectures, en particulier du livre de Pierre Jovanovic, Enquête sur l'existence des anges gardiens, qui m'a montré que certaines personnes pouvaient voir des entités non physiques et dans leur période d'approche de la mort. Donc, je me suis permis de dire à mon beau-père que ces entités-là étaient venues pour l'aider à passer de l'autre côté, qu'il ne fallait pas qu'il en ait peur. Et j'ai constaté, alors que personnellement je pensais que ça allait aggraver peut-être ces choses, j'ai constaté qu'au contraire, ça l'a aidé. Et j'ai senti un sourire, un soulagement, et finalement une approche de la mort qui, à partir de ce moment-là, a été totalement changée chez lui. Il n'y avait plus du tout de peur de la mort. Au contraire, on avait l'impression qu'il avait compris qu'on venait l'aider, quoi. Voilà. C'est dans l'acceptation. Voilà. Tu peux expliquer ça, toi? Alors déjà, le fait de voir les choses différemment, c'est simplement que quand on est à l'état de veille entre 20, bon, tu es dans le milieu médical, Marcel,
Tu sais comment ça fonctionne. À l'état de veille, on est entre 25 et 35 ouais. Hz. C'est des ondes bêta. Et c'est le bouillonnement mental. Questionnement sur questionnement. L'esprit se demande toujours ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Donc il se projette dans le passé, dans le futur. Il a du mal à se recentrer. Bouillonnement mental. Par contre, des gens qui se retrouvent à l'hôpital face à la mort, ben, ils passent en pensée unique, en pensée fixe, pensent à leur mort qui arrive. Le fait de ne plus être dans le bouillonnement mental, de ne plus penser à ses voisins, à la liste des commissions, etc., d'être fixé, focalisé sur soi-même, ben bizarrement, enfin c'est pas bizarrement, c'est physiologique, l'activité neuroélectrique descend et on passe en onde θ. Alors le mot θ, il a été choisi par les neurologues, c'est théos, c'est les ondes de Dieu, on appelle ça, c'est 6 Hz d'activité neuroélectrique. Et là on commence à voir le champ éthérique. La glande pinéale s'active, les microcristaux d'apatite dans le liquide céphalorachidien rentrent en résonance avec l'émanation de la substance divine. Et donc forcément, on voit des véhicules célestes, des cubes métatroniques. Et on passe dans le monde de l'autre côté du miroir. Là. Et les gens qui l'acceptent bien, qui se disent, tiens, là j'ai affaire à des anges, ben, ça les met dans un état de béatitude. Et puis il y a un client sur 1000 qui croit avoir des démons, bon ben lui ça va un peu le tracasser. Mais en principe, quand on atteint les ondes de θ, à 6 Hz d'activité neuroélectrique, on commence à rentrer dans le monde de la plénitude. Sachant que le vrai royaume de l'émanation de la substance divine, c'est les ondes delta, à 1 Hz d'activité neuroélectrique. Et pour accéder à ces ondes, un humain, il doit soit méditer, soit éviter la méditation et passer par une EMI, quoi. C'est ça? Une EMI et le voyage astral, c'est le même processus. Le même processus, sauf que le mec fait le EMI, il évite 15 ans de mode de yoga, peut-être. Ben, disons, quand tu te retrouves face à la mort, ben, tu te recentres, tu vas à l'essentiel. Au lieu d'avoir ce bouillonnement mental où tu penses à 1000 et une choses, tu commences à te recentrer sur toi-même, tu penses à ta vie, à ta mort. Et de passer de 35 Hz, 30 Hz, 25 Hz, et puis quand tu arrives à 6 Hz, c'est les ondes θ, les ondes de Dieu. Là, tu rappes, tu commences à... En fait, tu arrives au rideau infrascopique, tu arrives à la frontière du royaume de l'émanation de la substance divine. Tu sors de la matière. Tu sors de la matière, ouais. C'est-à-dire, tu sors de la matière. Alors, la deuxième chose, c'est l'anthropomorphisation, c'est-à-dire notre système limbique, quand il a affaire à une Merkaba, il faut qu'il analyse. Et s'il voit, par exemple, c'est arrivé à Jeanne d'Arc, dans les extraits minutes de Jeanne d'Arc, on voit quand l'évêque Cochon lui pose des questions très dures, il lui dit il faut que vous me décriviez, vous avez vu l'archange Saint-Michel, etc. Alors, comme elle a peur de se faire brûler, elle est revenue, elle a été relapse, elle est revenue un peu sur ses dépositions, il lui faisait dire ce qu'ils avaient envie. Alors au début, elle le décrit comme un humain. Mais à la fin, quand elle a su vraiment qu'elle était condamnée, elle a dit « Moi, maintenant, je vais vous dire la vérité. C'était des plaques géométriques qui ressemblaient à des morceaux d'armure. » Elle décrit un cube métatronique. C'est une vraie supraconsciente, Jeanne d'Arc. Quand elle décrit ce qu'elle a vu vraiment, elle a dit « C'était lumineux, ça tournait. » Et ça me faisait penser à des épaulettes d'armure, des plaques d'armure. Non, je n'ai pas vu un homme. Saint-Michel, c'est pas un homme, elle a dit, c'est des morceaux d'armure. En fait, elle ne savait pas comment décrire un octangle étoilé, contrarotatif, qui brille de mille feux, elle n'arrivait pas à le décrire, ça. Elle l'a décrit avec des mots du Moyen-Âge, des mots de l'époque. Et l'anthropomorphisation, c'est le système limbique qui se charge de ça. Ça transforme une Merkaba en dame blanche, par exemple. On a l'impression d'avoir un être psychopompe qui vient aider à passer le cap de la vie à la mort. Ça, c'est le système limbique qui s'en charge. Mais si on analyse neutrement ce qui se passe, on voit juste une Merkaba, un véhicule céleste. Moi, j'invite les gens qui sont... Une aura, c'est ça? Le Véhicule céleste, c'est une aura. véhicule céleste, c'est notre champ contrarotatif. Ça va au-delà de l'aura. L'aura, c'est le premier fourreau, c'est la radiance. Mais il faut savoir que par effet Chladni, la contrarotation électromagnétique de notre physiologie crée par effet Chladni des formes géométriques, des dodécaèdres, des icosaèdres. Les 5 solides de Platon. Les 5 solides de Platon. Ah ben Platon était supraconscient de haut niveau. Hein. C'est pour Ça fait sens, ça, pour un scientifique, un médecin? Alors, moi, ce que j'en ai compris, Platon, il a décrit, enfin, il y avait une légende, c'était les 7 jouets d'Héphaïstos. Il y avait donc les 5 solides de Platon qui sont le tétraèdre, c'est-à-dire la pyramide à 4 faces. Le cube, l'octaèdre, l'icosaèdre et le dodécaèdre. Voilà, et puis il y avait en plus le point qui représente Dieu, et le point avec un cercle qui représente Dieu et l'univers. Donc, tout ce que
tout ce que Dieu crée, quoi. Voilà. Ça, c'est les 7 jours d'Héphaïstos. Et donc, le premier, j'ai pu comprendre, le tétraèdre, il y en a 2 chez nous qui s'interpénètrent et ça donne l'octangle étoilé chez les alchimistes, ça donne le David Magen chez les juifs, ça donne le Rebalzib chez les soufis, ça donne ça, quoi. Tu as tout compris. Hein, voilà. Et puis après, plus ça tourne, plus ça s'interpénètre et plus ça va vite, plus ça devient lumineux et plus ça prend des allures de boule de dancing à multiface. Ouais, c'est un orbe après. En quelque sorte. Ça crée un Voilà. orbe. Ouais, ça crée un orbe. Je fais référence aux artistes. Et ça, projeté sur une surface, ça donne la fleur de vie qu'on voit gravée sur les temples d'à peu près partout dans le monde. Toutes les civilisations. Ah, c'est vrai. ça, c'est choquant aussi. Pourquoi on trouve ce dessin en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, Pourquoi en Inde, partout. Parce que la supraconscience est universelle et consensuelle. L'expérience, quelqu'un qui atteint Keter, le samadhi, le satori, il voit ça, donc partout, quelle que soit l'époque et quelle que soit l'ethnie. Le phénomène est consensuel. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive à voir si quelqu'un a vraiment atteint le phénomène jusqu'au bout ou s'il est resté bloqué en phase hypnagogique, s'il est victime de ses propres chimères autogénérées par son système limbique ou s'il a vraiment vécu le phénomène. Et la personne qui commence à raconter « j'ai vu des formes géométriques s'interpénétrer contre-rotatives », eh bien là, la personne qui connaît dit « tu as fait une stase mystique ». Cette expérience est universelle. Quel est l'autre terme pour un stase mystique plus conventionnel? L'extase des saints, par exemple. L'extase des saints. L'extase des saints, quand les saints... Quels saints? Les saints religieux catholiques, par exemple, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, c'est des gens qui... Alors les catholiques, il y a eu une période, l'âge d'or des chrétiens mystiques, c'est les mystiques rénans, les chrétiens rénans. Donc Maître Eckhart, qui était le flambeau de cette mouvance chrétienne. 11e siècle. Ouais, c'est au Moyen-Âge. On a eu notre âge d'or en Occident avec les mystiques chrétiens, qui étaient revenus à la tradition primordiale chrétienne, entre le 2e et le 3e siècle, et c'est tombé aux oubliettes. C'est-à-dire que ces gens ont fait peur aux chrétiens dogmatiques. Ça faisait peur. Le fait que des chrétiens disent, voilà, moi je suis allé dans ma chambre, je me suis assis sur mon fauteuil et j'ai atteint l'émanation de la substance divine, ça foutait en l'air l'église chrétienne. Les curés, les archevêques, les évêques, les cardinaux, ils disaient, alors on ne sert plus à rien. On n'a plus besoin de passer par un édifice de pierre, une église ou une cathédrale. Si on peut le faire dans sa chambre, si on peut atteindre Dieu. Ça a beaucoup perturbé les chrétiens dogmatiques, ça. Et ils sont tombés aux oubliettes. C'est vrai, les chrétiens rénans, tu connais bien. Les bogomis, les cathares, c'était des supraconsciences. Des supraconsciences. Est-ce qu'il y avait des relations historiques entre ces groupes-là, ou est-ce que c'était des... Déjà, ils se sont pas manifestés à la même époque. Il y a entre le 11e, 13e, 14e siècle, ils ne se sont pas connus parce que ce n'était pas la même époque. Il n'y avait pas une filiation entre eux? Il y a une filiation, on appelle ça la gnose chrétienne, c'est-à-dire atteindre par ses propres moyens Dieu sans passer par un édifice de pierre, ni une église, ni une cathédrale, ni une chapelle. Ça a beaucoup contrarié le Vatican, ça quand même. Forcément. Et ils ont été écramés, tous les cathares et tout, à chaque fois, parce qu'on les frappait d'hérésie. Il ne fallait pas remettre en cause les fondements de l'Église. Et le fait de dire, moi, dans ma chambre, j'atteins Dieu, ça a enquiquiné le pape, ça a enquiquiné le conseil des cardinaux, ça les embêtait vraiment. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça enquiquine toujours, mais ça enquiquine plus la science, les choses comme ça. Pourquoi la science, elle est si matérialiste? Vous avez une réponse? Parce que la science, elle est déterministe. Ça fait partie des bases de la science. Il faut que quelque chose serve à quelque chose. Et donc, soit démontrable aussi. Soit démontrable. Ouais, faut que tu le démontres par équation et reproductible. Oui. Et comme des expériences comme ça, elles sont subjectives, elles ne peuvent être ni paramétrées, ni filmées, ni rien du tout. Tu en reviens à la parole de la personne. Le mec te dit, moi j'ai vu ça, j'ai fait ça. Donc la plupart du temps, 9 fois sur 10, le mec passe pour un illuminé. Personne ne fait attention à ce qu'il raconte. C'est dur de parler de ça. Si tu n'as pas les bagages nécessaires, si tu n'as pas les outils derrière pour démontrer, pour expliquer, argumenter avec des exemples, avec des témoignages,
les gens te prennent pour un fou. Il vaut mieux même pas ouvrir la bouche. Il vaut mieux le garder pour toi parce que les gens ils vont te prendre pour un fou. Les gens, ils n'ont pas le temps de s'intéresser à ça, ils sont trop occupés à T'as ramener des sous à la maison. Tu t'intéresses à ça quand tu es confronté à la mort. Même les scientifiques ont ce problème. Ils doivent rendre des comptes. Moi, en tant que médecin, je suis retraité, je n'ai plus de comptes à rendre qu'à moi-même, mais j'avais des comptes à rendre vis-à-vis du Conseil de l'Ordre, vis-à-vis de l'image que je devais donner au niveau des médecins, au niveau des infirmières. On ne peut pas raconter n'importe quoi. C'est en train de changer quand même un peu. Hein. Oui, Eben Alexander, le docteur Charbonnier. C'est en train de changer, mais il faut y aller doucement parce qu'il faut être aussi extrêmement prudent, respectueux aussi. Je veux dire, la médecine, c'est quelque chose qui a nécessité beaucoup de temps et on ne peut pas tout casser. Non, il faut amener les choses avec beaucoup de respect. On voit que, en ce moment, il y a eu, avec le Covid, il y a eu des guerres de clochers qui sont très pénibles, quoi. Et plus personne ne sait où aller. Il y a des gens qui ont été perdus à cause de ça. Et ça, on fait plus de mal que de bien. Il faut être très, très raisonnable et il faut quand même aller dans le sens de la science. Et la science, c'est pas parce que tu n'as pas les moyens pour l'instant, parce que tu n'as pas l'ordinateur suffisamment puissant qui te permette de faire les calculs, qui te donne l'équation qui va te permettre d'atteindre Par exemple, on peut ne pas voir les choses avec un moyen radiologique, mais on peut avoir un processus de calcul qui te permette de visualiser, de créer une fonction qui te permette de visualiser ton 4e creuset ou ton 5e creuset. C'est ce que j'essaye de faire. Voilà. C'est cartographier le phénomène. Cartographier, alors tu peux le cartographier en disant moi je l'ai vu, hein, et puis tu peux aussi dire on va mettre en route une procédure scientifique, un protocole de mathématiques, hein, d'équations mathématiques qui, quand on rentre ça dans un ordinateur, ça donne une modélisation. Alors c'est pas quelque chose que tu touches, mais ça te donne une idée déjà. Et à partir de là, on peut travailler, on peut améliorer les équations, on peut... Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Je pense que la science... Dans la science. Aujourd'hui, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a une grande frontière, un gros mur en béton entre la science et le mystique. Ça bouge. Je suis étonné moi, je suis étonné quand je lis les posts, enfin les conférences quand je suis allé voir Philippe Guillemant, par exemple, Monsieur Thibault d'Amour, notre possible prix Nobel français de physique, hein, c'est des gens incroyables, quoi. Et ils sont très proches de ça, très très proches. Marc-Henri, le professeur de... C'est de moins en moins tabou, en fait, c'est ça? C'est des gens qui sont beaucoup plus loin que nous, on peut même l'imaginer, quoi. Ils peuvent pas tout dire où ils sont allés, parce que dans leur réflexion, parce que il faut qu'ils respectent un peu le... Alors Philippe Guillemant, je fais une petite parenthèse parce que j'ai eu l'occasion de parler à de nombreuses reprises avec lui. C'est un monsieur qui se présente comme un scientifique, cartésien, mais il utilise par exemple dans ses graphiques l'arbre séphirotique. Et un jour, je lui fais la remarque, je lui dis mais là vous avez utilisé l'arbre séphirotique pour Aios, Kairos et Eos, ces 3 lignes temporelles. J'ai dit vous vous servez de l'arbre séphirotique. Il m'avait répondu, tu te rappelles, il avait fait... Pourquoi? Parce que ça le faisait basculer dans le mysticisme. Et il veut pas. Il a dit non, moi je suis un scientifique, ne m'amenez pas sur ce terrain. Je dis moi je ne vous amène pas sur ce terrain, c'est votre graphique. Il parle pour lui-même. Vous avez pris les 11 sphères séphirotiques pour décrire la triple temporalité. Vous êtes en train de mettre par équation ce que les juifs kabbalistes ont trouvé il y a 3500 ans ou 2500 ans. Il a accepté l'idée? Il n'a pas aimé. Tu n'as pas aimé? Non, on n'a pas trop aimé quand même, hein, parce que... Je vais faire striker la vidéo, du coup, là. Non, mais je le dis, bon, moi j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, mais j'ai vu que bon, Philippe, j'ai vu qu'il veut pas basculer dans le camp des mystiques. Il est génial. Non, mais il peut pas. Non, il peut pas. Il peut pas parce il perdrait toute crédibilité. Parce qu'il perdrait toute crédibilité. Et puis même, ça serait pas respectueux vis-à-vis de... Il a passé sa vie dans cette institution, il faut comprendre ça. Moi, c'est pareil.
je ne peux pas nier 30, 40 ans de métier et de croyance en ce que je faisais. Voilà. Moi, j'ai des questions. J'aime bien que tu nous amènes des réponses à ces questions. Hein. Bon, j'ai essayé, moi, de mon côté, avec mon petit niveau, je suis chrétien, donc moi j'ai essayé de travailler la chose côté chrétien. Toi, tu nous amènes une autre vue, la vue kabbaliste, la vue soufie, la vue hindouiste, la vue taoïste. Moi, ça, c'est au-delà de mes... Et tous ces fleuves se jettent dans la même mer, oui, dans la mer supraconsciente. Ça, je veux bien le croire. Le but de toutes de ces religions... C'est poétique, ça. Oui, c'est beau. Toutes ces religions à haute intensité spirituelle visent l'instase mystique, la communion merkabique. Si tu vas au fin fond de toutes ces doctrines, et regarde toutes dans la même direction. C'est ordonné par rapport à notre univers qui est désordonné. C'est-à-dire que comme c'est une fonction, la supraconscience, qui est encodée à l'état latent dans tous les systèmes cérébrospinaux, il suffit de se donner la peine d'aller vers ce phénomène, et le processus est identique pour tous les humains. C'est une option qu'on a dans notre psyché. L'émanation de la substance divine, le Yuan Ki chez les taoïstes, la Ein Sof chez les kabbalistes, chez les médecins, comment on peut appeler ça? C'est pas nommé. L'énergie interne en Occident n'est pas nommée. Non, un des vrais problèmes, c'est pourquoi devient-on vivant? Pourquoi cette chose qui était vivante là? C'est ce que dit mon collègue Charbonnier. Moi, sans véhicule céleste, la vie est impossible. Moi, je lui voue une grande admiration à ce collègue. Quand il a écrit dans son livre 7 choses, où il décrit la première fois où il a pris conscience de quelque chose qui était dans un corps qui en sortait, et ce corps qui était vivant ne l'était plus après. Moi, je l'ai vécu, ça aussi. J'ai eu des gens qui sont partis sous mes yeux, parce que j'ai rien pu faire, ou je les ai aidés à des moments. C'est terrible, ce moment-là, et les infirmières, toutes l'ont vécu avec des larmes aux yeux, même quand c'était des... Avec des témoignages identiques, quasi. Qu'on ne peut pas laisser partir quelqu'un qui était vivant. Vous voyez, il y avait le sang circulé, il y avait de la chaleur, il y avait un humain là. Et après, c'est de la viande, c'est plus rien. C'est terrible, c'est terrible. Et pourtant... Et dans l'intervalle, il s'est passé quelque chose que moi je ne vois pas. Certains, Charbonnier, lui, il a vu quelque chose s'échapper. Oui, les 4 creusets fuient le corps lors de la mort, fuient le corps par le canal pranique, l'induction du canal pranique. C'est ça le phénomène technique qui se passe. Comment se fait-il que le docteur Charbonnier, lui, l'ait remarqué? Qu'est-ce qui fait que lui l'a remarqué? Parce que je pense qu'il a des capacités supranormales. C'est une compilation. À la base, il était à l'hôpital de La Timone. Il était chef urgentiste à l'hôpital de La Timone. Et au début, c'est juste une compilation de témoignages. Il reçoit une dame qui dit, quand j'ai eu mon infarctus, j'ai vu ça, le tunnel de lumière, etc. Bon, premier témoignage. Quelque temps après, 1 an après, une autre personne de Lyon qui déclenche un autre choc, peu importe, et qui fait encore le même témoignage. Ça a été, au début, il s'est dit, tiens, il a récupéré un témoignage, 2 témoignages, 3 témoignages. Il se dit, mais même ces gens qui ne se sont jamais rencontrés, qui habitent à 500 km de distance, comment ça se fait qu'ils racontent la même histoire? C'est ça qu'il a apostrophé. Ouais, mais lui, il a vécu l'expérience aussi. Il a senti. L'intuitif, c'est un intuitif. Il a réellement vu et senti quelque chose comme un souffle qui partait du corps. Hein, voilà, le souffle pranique. Et il a senti un souffle sur son visage au moment où il s'approchait. Moi, j'ai jamais eu ça. C'est ça. Comment ça se fait que lui, il a pu le sentir? Lui, parce qu'il est réceptif. Il est réceptif. Je pense que c'est quelque chose qui me parle. Moi, je ne suis pas du tout ni supraconscient, ni scientifique. Je suis juste un youtubeur qui a un petit peu d'expérience dans les rêves lucides, c'est tout. Et j'ai expérimenté plusieurs fois, j'ai essayé de faire des décorporations. Et je retrouve une sensation que je retrouve quand je me retrouve dans le rêve lucide. Quand je plonge dans mon rêve lucide, je sens le souffle. Je sens comme si
Comme s'il y a une aspiration, tu quoi. sens l'air du canal pranique, l'induction électromagnétique du canal pranique. C'est Julie, je la cite souvent parce que c'est celle qui va le plus loin dans les expériences. Julie Clématy, c'est une dame qui nous suit. Je connais. Ouais. Ouais, je sais qu'elle dit la vérité parce que certaines choses qu'elle me raconte sur Messenger ou par mail ou peu importe, elle ne peut pas l'inventer. Je ne les dévoile pas, moi. Je ne les dévoile pas sur la chaîne. C'est justement pour voir si j'ai affaire à un mystificateur, si c'est une supercherie. Et elle, tous les détails qu'elle m'a donnés. Puis au début, elle me disait, c'est bizarre, je sens, quand je fais une décorporation, je sens un courant d'air le long de ma colonne vertébrale, ça me passe même devant le visage. J'ai dit, c'est ça, tu sens l'induction de ton canal pranique. Une induction. C'est une induction. On est traversé, le canal médulaire est habité par 4 creusets, instinctif, émotionnel, analytique et spirituel, et c'est traversé par l'induction du canal pranique. Alors, par exemple, j'ai un de mes amis qui est guérisseur et qui me dit que ça me choque toujours, quoi. Ça me choque. J'admets, quoi. C'est simplement une façon de s'exprimer. Il parle d'entité. Il me dit, par exemple, quand on s'engueule en famille, il y a des pannes électriques avec la télé, avec les lampes etc. C'est qu'il y a une entité dans la maison qui vous perturbe. C'est pas assez fort, ça. Oui, qui vous perturbe. Et cette entité, vous la sentez sous la forme d'un courant d'air, froid, dans le dos. Alors ça, par contre, j'ai senti plusieurs fois. J'allais chez des gens et je sentais un courant d'air froid dans le dos. Un changement et d'énergie. puis je me sentais pas bien. Et alors après, la personne me disait, t'as senti? J'ai dit, ouais, je me sentais pas bien. Et puis j'ai senti un courant d'air froid. Il me dit, bah ouais, c'est l'entité de la personne. Et en fait, lui, il était là pour dépister l'entité, la faire partir. Alors, il avait un rituel. Je parle pas d'entité, je parle de Merkaba. Ouais, mais lui, il avait un rituel et il faisait partir. Et c'est vrai qu'une fois qu'il avait fait ça, l'ambiance était saine à nouveau. Ça, c'est très troublant. Les taoïstes le traitent, ça, par le feng shui. C'est très troublant. Les taoïstes nettoient leur chambre, leur salle à manger de justement des pensées formes, des égrégores ou des Merkaba qui circulent parce qu'on est entouré par un monde éthérique qui dépasse notre champ de conscience. Et c'est quoi, c'est d'autres dimensions au même endroit que la nôtre, c'est ça? Si je te dis que tout autour de nous on a des cubes métatroniques, mais que tu ne peux pas les voir, c'est intangible, c'est éthérique, tu vas dire combien il y en a, et si je te dis qu'il y en a des milliards, tu vas dire mais c'est pas possible, et pourtant c'est la réalité. Déjà, je vois pas tout le spectre lumineux déjà non plus. Je reste un singe avec des organes globuleux qui permettent de voir pas grand-chose. Quelle perspicacité. Le monde Les chats, ils voient mieux que moi déjà, donc le monde éthérique, la rétine n'arrive pas à le capter, c'est ta glande pinéale qui met en résonance l'émanation de la substance divine. On a des micro-cristaux d'apatite. Dans la glande pinéale? Ouais, mais c'est de l'ordre de 1 micron, 2 microns, c'est vraiment des micro-cristaux. Et c'est ça qui reçoit les fréquences qu'on voit pas? Ça, c'est noyé dans le liquide céphalorachidien de ta glande pinéale. Et ce système, alimenté par de l'électromagnétique, parce qu'on a une petite pile électromagnétique dans notre corps à basse intensité, ça met en résonance les micro-cristaux d'apatite, ça rend visualisable le monde éthérique qui nous entoure. En dessous de 6 Hz, onde de θ, tu commences à voir modéliser, tu vois la contre-rotation de ton propre véhicule céleste, tu vois le canal pranique, et tu vois les autres véhicules célestes dans le canal pranique. Le monde éthérique se modélise à toi. Avec vision globale, c'est pas vision rétinienne, c'est pas à 180 degrés. Tu vois devant, derrière, zénith, nadir, tous azimuts. C'est une vision qu'il faut dompter, il faut reparamétrer ton cerveau. Il n'y a pas de point de vue comme une caméra ou des yeux. Non, c'est déstabilisant. J'en reviens toujours à Julie aussi qui me disait c'est bizarre, je me mets en état de supraconscience, je vois la fenêtre, je vois la porte derrière moi, je vois le carrelage, le plafond. C'est normal, tu passes en mode périphérique. Ta glande pinéale n'a pas le même fonctionnement que les photorécepteurs de la rétine. C'est autre chose. Mais comme ton cerveau, les échanges neuronaux ne sont pas habitués à traiter ces informations. Il faut reprogrammer ta propre psyché. Il faut apprendre à voir d'une autre manière. Tu ne vois plus avec les yeux, tu vois avec ta glande pinéale. Oui, les yeux, on reçoit des photons sur une surface, c'est tout. Alors que la glande pinéale, elle reçoit une autre fréquence. Déjà, c'est pas le même. Ça passe pas par la rétine. Ça, c'est mon véhicule céleste, c'est le seul que je vois, tu vois. Ça passe pas par les nerfs optiques.
Les images sont traitées par le lobe occipital. Donc ça passe rétine, photorécepteur, nerf optique et lobe occipital qui remet l'image à l'envers, à l'endroit déjà, parce que nous on voit à l'envers. Ouais. Comme les yeux sont sphériques, on voit à l'envers. Alors le lobe occipital, il se charge de remettre l'image à l'endroit et de traiter les profondeurs. Il y en a déjà quand ils ont des petites pathologies neurologiques, ils n'arrivent pas à régler la longueur. Ils vont trop loin pour prendre le briquet ou trop court. Ah, Ça, ouais. parce qu'ils n'arrivent plus à faire la focalisation. Ça, c'est le lobe occipital qui s'en charge. Mais dis-toi bien que ta glande pinale, elle ne passe pas par ces réseaux. Elle ne passe ni par les photorécepteurs, ni par le nerf optique, ni par le lobe occipital. Elle gère l'information toute seule. Ta petite glande pinale aidée par la glande pituitaire, c'est épiphyse, hypophyse. C'est ça qui te modélise l'environnement éthérique, mais pas de la même manière. Tu n'as pas une vision à 180 avec un fond de rétine. Tu y vois tous azimuts avec la glande pinéale. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'elle est calcifiée? Ah ben c'est quand les micro-cristaux d'apatite et le liquide céphalorachidien commencent à se gélifier. On appelle ça la cristallisation de la glande pinéale. Beaucoup moins efficace, c'est ça? Alors pour pallier à ça, il n'y a rien de mieux que c'est la vacuité cérébrale. Et bien suite à une petite pause, nous allons reprendre avec toujours les témoignages de Marcel Pagnaga. Donc on attend ça. Alors on va en citer deux. Et puis Jean-Paul interviendra et nous expliquera sa vision des choses et puis la vision des choses. Comme je peux. Voilà, exactement. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas facile avec le bagage scientifique d'avoir une idée de comment expliquer ce que racontent les personnes, ce que témoignent les gens. Donc là, il s'agissait d'un médecin généraliste d'un certain âge qui, depuis plus de 25 ans, avait une douleur d'origine neurologique qui résistait à tout. Et donc, un jour, il est venu me consulter pour une intervention et il m'a parlé de cette douleur. Il en était très désespéré. Et il s'avérait que, par chance, à l'époque, je faisais des traitements par anesthésie locale, c'est-à-dire avec une aiguille, on s'approche du nerf qui va dans la zone correspondante à la douleur, et puis on injecte un produit anesthésiant, un dérivé de la xylocaïne, et avec des doses mais tout à fait faibles, minimes. On n'a pas besoin d'avoir une anesthésie chirurgicale, il s'agit juste de modifier le fonctionnement électrophysiologique du nerf en mettant de toutes petites doses de produits. Et en faisant ça, on améliore considérablement la douleur et comme si on cassait un cercle vicieux, alors que le produit d'anesthésie dure quelques dizaines de minutes ou quelques heures, l'effet est durable, mais vraiment durable. Et donc je lui ai fait ce bloc, et il m'a dit mais c'est merveilleux, ça fait 25 ans que j'ai mal, et malgré la morphine j'ai mal quand même, et là j'ai plus mal du tout, et puis il sourit aux anges, il était béat, et puis il s'est endormi. Donc moi je l'ai laissé récupérer, et puis je continuais mon après-midi de bloc opératoire, et les infirmières sont venues me chercher en me disant il ne se réveille pas. Donc je suis venu le voir, je l'ai secoué, réveillez-vous, réveillez-vous. Il ne voulait pas se réveiller, il était béat. Tout à fait, il n'était pas du tout en danger, il avait des bonnes constantes, une saturométrie parfaite, il était très très bien, il refusait de revenir simplement. Donc je l'ai endormi avec un petit peu d'anesthésique générale, qui a duré 3 minutes. Au bout de 3 minutes, il est réveillé et me dit « J'ai quelque chose à vous dire. Passez dans ma chambre, je vous dirai quelque chose. » Alors je passe le voir, il me dit « Eh bien écoutez, voilà, vous me secouiez, je vous ai entendu, mais je ne voulais pas revenir parce que j'étais trop bien. » Et j'étais trop bien parce que c'était une dame qui me habillait en blanc, qui imposait ses mains au-dessus de ma jambe, et je voyais de la lumière qui sortait de ses mains, qui rentrait dans ma jambe, et ça me faisait un bien fou. Et j'avais pas du tout envie de revenir. Moi, j'aurais voulu rester là-bas. Et vous m'avez obligé à revenir, mais je vous assure, je ne faisais pas ce que vous voulez. Voilà. Donc, premier témoignage. Je l'ai revu, bien sûr, ce monsieur en consultation par la suite, et ça le gênait presque d'en reparler, parce que c'est un médecin, qu'un médecin, ça ne doit pas croire à ça, surtout
C'est un homme de 80 ans, donc d'une génération où le matérialisme était vraiment très très intense et ça le choquait vraiment. Ça le choquait de parler de ça. Mais en tout cas, plusieurs mois après, il restait toujours soulagé de l'acte que j'ai fait, mais il restait quand même marqué par ce qu'il avait vécu. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, un ami, un jeune homme de 52 ans, me téléphone un jour en me disant, voilà, je sors d'une consultation de neurologie, on me dit que je suis mort dans les 2 mois qui viennent parce que j'ai une grosse tumeur au cerveau, un endroit où c'est très mal placé, on ne peut rien faire. Et puis la tumeur est grosse et même si on fait des rayons, il n'est pas sûr que le cerveau ne s'arrête pas à cause des rayons, quoi, de l'effet des rayons. Alors, moi, ça m'a quand même choqué, parce que c'était un ami, nous partagions des activités sportives en commun et qu'on a vécu des choses en commun, parce qu'on fait de la plongée sous-marine. Parfois, en plongée sous-marine, on est aussi dans des situations un peu extrêmes, mais ça crée une amitié physique, j'allais dire. Hein. Quand tu es en danger ensemble, on descend ensemble, on remonte ensemble. Et là, il était en danger et moi, je ne pouvais rien faire pour lui. Et j'ai eu la sensation qu'il fallait que je lui dise que simplement, oui, il sortait d'un excellent service de neurologie du CHU, avec des gens d'un niveau tel que de toute façon, leur diagnostic n'était pas contestable et leur pronostic était probablement le bon aussi, mais que lui n'était pas obligé de les croire. Et que finalement, son devenir, c'était lui qui allait le décider. S'il voulait continuer à vivre, il pouvait continuer à vivre. Il a eu effectivement sa radiothérapie au bout d'une quinzaine de jours, l'œdème post-radiothérapie qui a fait qu'il est tombé dans le coma, il était hémiplégique, il inhalait de la salive, il avait 40 de température, il était en détresse respiratoire, ça c'était le jeudi soir. Le vendredi, sa femme m'appelle en disant qu'est-ce qu'il y a à faire. Je lui dis pour moi il n'y a rien à faire. Il faut attendre et puis espérer. Voilà. Et puis il s'avérait que je connaissais un guérisseur et je lui en ai parlé et il m'a dit on peut faire une prière ensemble. Je lui ai dit moi je ne suis pas trop religieux, mais la religion, c'est pas mon problème. Mais pour mon copain, je veux bien faire ça. Donc on a fait ça ensemble. Et ça, c'était le samedi matin. Le dimanche matin, il était assis au bord de son lit. Il n'avait plus de fièvre. Il était toujours hémiplégique, bien sûr, mais il réclamait le kiné parce qu'il se sentait bien et qu'il voulait... Voilà. Il est donc sorti à l'étonnement général du service de cancérologie. Il est venu pendant plus d'1 an à la piscine avec moi faire de l'aquagym dans le petit bain. Je me suis occupé de lui. Et puis, ça a duré presque 2 ans. Et au bout de presque 2 ans, il a fait complication sur complication. Et puis il a fini par partir. Simplement, il m'a dit quelque chose dès le départ, quand il est revenu de son coma, il m'a dit, il faut que je te dise, je vois 2 personnes, 2 femmes blanches, habillées de blanc, j'arrive pas à voir leur visage, c'est assez flou, mais je pense que c'est des femmes, c'est des espèces de grandes robes blanches, mais je vois pas le bas des robes, c'est très nimbé, c'est très lumineux. Et elles mettent leurs mains au-dessus de ma tête et ça me fait du bien. Voilà. Donc moi, avec ma culture chrétienne, je lui dis c'est ton ange gardien et ton ange psychopompe qui te soignent. Et à un moment donné, ton ange psychopompe va partir et il ne reviendra que quand ça sera le moment de t'aider à partir. Et effectivement, quelques semaines après, il m'a dit je n'en vois plus qu'une. Voilà. Et à la fin, à la toute fin, il était dans le coma et je lui ai dit est-ce que l'ange psychopompe est revenu?
ne peux pas dire qu'il m'ait dit oui parce qu'il était dans le coma, mais à ces mots, il a bougé les lèvres et il a voulu me dire quelque chose, mais il était trop faible et il est mort dans la nuit, je crois. Ou le lendemain, je crois. Voilà. Donc, comment, toi, interprètes-tu ces éléments? Moi, j'ai l'interprétation religieuse qui est ma religion de formation, même si je ne suis pas religieux. Et toi, comment tu vois les choses? Dans toutes les religions, mais vraiment toutes, les patriarches se sont rendus compte que notre univers est gouverné par la polarité de charge négative féminine, donc ce que les juifs appellent la Shekinah, oui. ou les taoïstes appellent Chuanpin. Enfin, tous les peuples l'ont détecté. Cette force émanante négative féminine, négative pas dans le sens péjoratif, hein, c'est opposé à la charge positive de l'esprit. Hein. Électromagnétique. Électromagnétique, donc c'est les deux premiers creusets. L'instinctif, c'est l'âme, hein, l'âme réside là. Donc quand on voit, c'est une anthropomorphisation du système limbique. Le système limbique doit déchiffrer ce qu'il ressent. Donc les deux premiers creusets, donc l'instinctif et l'émotionnel, qui sont le siège de l'âme, hein, en sachant que l'analytique et le spirituel, c'est le siège de l'esprit. La plupart du temps, ça se traduit par des dents blanches. Les Perses, c'était Anaïta. Les Égyptiens anciens, c'était... les deux creusets, carrément, eux, c'était Isis et Nephthys. Voilà, les deux creusets de l'âme, c'était Isis et Nephthys. Donc c'est le système limbique, quand il est confronté à quelque chose d'intangible, une force émanante, il faut que le système limbique le traduise en images. Et donc ça ramène tout à ce que l'humain connaît, c'est-à-dire la maman ou sa compagne. Et la plupart du temps, ça fait des apparitions de cette énergie émanante, elle est traduite en une femme blanche. C'est pour ça que beaucoup de gens sur la planète voient des femmes blanches. En fait, ils voient la Shekinah, ils voient le Chuanpin. Et est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces fameuses femmes blanches que les gens prennent en autostop et qui disparaissent dans un cri au moment et que ça évite un accident aux gens? Pourquoi pas. Ça je n'arrive pas. Ce genre de témoignages, je ne les ai pas assez étudiés pour me prononcer, mais au niveau mystique, ésotérique et théologique, Chuanpin, la Shekinah, c'est avéré, quoi. Et puis même les astrophysiciens le disent, quoi. Ils disent on vit dans un univers de charge négative. Ça, c'est incontestable. En fait, notre univers, il est gouverné par le féminin. Notre univers est gouverné par un égrégore féminin. Girl power. Donc non, c'est pas étonnant. Après, l'univers est féminin, c'est ça que tu veux dire? Ouais, l'univers est féminin. Et même les femmes dans le sens négatif. Les femmes sont beaucoup plus puissantes que les hommes. Électromagnétiquement. Les femmes sont beaucoup plus puissantes que les hommes, même au niveau physiologique. Et ça a été démontré. Ce qui paraît, ouais. Pendant la guerre, les nazis, c'était des technocrates, des scribouillards, il y avait l'armée, la Wehrmacht, il y avait les SS, et après c'était des technocrates derrière, des gens qui consignaient tout, qui contrôlaient tout, qui marquaient tout, mais tout, de boutonnières, de manchettes et tout. Et quand il y a eu des tortures à partir de 1942 à Lyon, ou à Paris avec le service Brognier-Lafont, ils consignaient tout. Les Vichy et les Allemands qui assistaient les scènes de torture consignaient tout. Et quand ils chopaient des résistantes, ils les mettaient d'un côté, des résistants, ils les mettaient de l'autre. Ils appliquaient les mêmes protocoles de torture. Donc c'était retournement de doigts, tas de choses, c'était tout cartographié aussi. C'était des protocoles, ils faisaient ce qu'il y avait à faire, quoi. Et on s'apercevait par exemple que les hommes perdaient connaissance au bout de 2-3 minutes à la torture, alors que les femmes ne perdaient pas connaissance. Elles tenaient la torture. Et plusieurs heures, ils ne savaient pas comment faire, ils n'arrivaient pas à faire parler les femmes, ils arrivaient à faire parler les hommes en 2-3 minutes. Donc les biologistes et les physiologistes ont dit, mais ça c'est peut-être lié à la matrice, à l'accouchement, à la douleur de l'accouchement. La physiologie est faite qu'ils ont un seuil de tolérance à la douleur beaucoup plus élevé. Et en fait, si tu vas du côté mystique, et toutes les religions s'en sont aperçues, l'énergie féminine est beaucoup plus puissante dans notre réalité que l'énergie masculine. C'est comme ça. Notre univers est gouverné par une force émanante féminine. La Shekinah. La Shekinah. Shrena, ça se dit en hébreu, mais orthographié en translittération en Occident, on dit Shekinah. Mais c'est Shrenar. Chuanpin chez les taoïstes.
Alors moi, j'avais une petite question Oui. concernant le docteur. Comment vous êtes venu à rencontrer cette chaîne, à connaître cette chaîne Société Supraconsciente? Est-ce que c'est vos recherches qui ont fait que vous êtes arrivé là? Quelqu'un vous en a parlé? Dites-moi tout. C'est un ami qui est très féru d'ésotérisme, qui m'a dit voilà, je te donne un certain nombre de sites sur lesquels je suis allé. Vas-y voir, il y en a que moi je trouve qui sont intéressants. La plupart, franchement, je me suis vite ennuyé parce que c'était des sites extrêmement New Age, quoi, enfin, ou très théosophico, anthroposophico, machin, avec voilà. Qui me parlait pas bien et où j'arrivais pas à adhérer, où il y avait beaucoup de choses très bien pensantes, très dans l'amour, non pas que je refuse ça, mais c'était trop, quoi, c'était trop. Puis surtout, ça m'amenait rien. Et par contre, j'ai découvert le dialogue avec un supraconscient, le premier, vous étiez dans le jardin, peut-être en bas, là. Ah, voilà. Et ça, par contre, ça m'a paru intéressant parce que vous disiez des choses qui étaient non seulement, finalement, la neurophysiologie qui me parlait, moi, en tant que médecin, mais aussi des choses, vous élargissiez sur le religieux, sur l'historique. Ça m'a plu. Donc finalement, après, je suis tombé sur la chaîne de Diniz, Ponton Lucide, où il y avait donc un chaman français. C'était un titre un peu putaclic, hein, je l'ai voilà, assumé. j'ai beaucoup aimé cette présentation aussi. Et du coup, je me suis mis à lire non seulement les posts de la chaîne, là, mais aussi ton Facebook, qui était très, très intéressant. Edmond Dantès, que j'ai lu et que j'apprécie et que je suis régulièrement, quoi. Et c'est très intéressant pour moi parce que ça m'ouvre sur des choses sur le plan culturel. Moi, je suis assez ouvert sur le plan culturel et que ça soit religieux. Enfin, j'aime bien que ça reste scientifique quand même. Hein. Voilà. Mais justement, je trouve des liaisons, et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est la force de votre chaîne, c'est de faire des liaisons entre des choses qui sont purement de la science pure, avec des choses qui sont de la science humaine, donc la science molle, avec la science dure, avec de l'expérience personnelle. Moi, je dois avouer que ça me plaît beaucoup, quoi. Tu sais qu'il y a deux mouvances sur les réseaux sociaux. Il y a une mouvance majoritaire qui est la mouvance New Age, donc composée de théosophie, anthroposophie et gnose moderne. Et il y a une mouvance minoritaire, dont je fais partie, qui représente à peu près 1%, 99% de New Age. Et il y a 1% qu'on appelle le fonds commun religieux, donc la tradition primordiale. Donc c'est René Guénon, Mircea Eliade. Moi, je suis dans cette mouvance. Donc, dans cette mouvance, nous, on étudie taoïsme, hindouisme, bouddhisme, kabbale juive, soufisme, culte osiriaque, doctrine zen et alchimie médiévale. C'est vraiment la différence qui sépare entre la théosophie, l'anthroposophie et la gnose moderne. Ça, c'est le New Age. Et moi, je fais partie des 1% qui travaillent dans la tradition primordiale. C'est peut-être pour ça que ça t'a plus intéressé. Oui. Moi, voilà. Après, on a eu l'occasion de se trouver à se joindre. Et puis, je t'ai posé des questions vis-à-vis d'un secteur qui me plaît bien et qui m'intéresse bien parce que j'ai eu la chance de côtoyer un druide. Et donc, il m'a ouvert l'esprit sur cette religion qui a disparu, mais qui était finalement le chamanisme de notre pays, enfin de nos pays européens. Nos ancêtres, quoi. Nos ancêtres, c'était notre chose. Voilà. Et donc, je t'ai posé des questions sur, justement, est-ce que la lumière blanche des druides, c'est la même lumière blanche que la lumière liquide des hindous? C'est pareil. Voilà. Après, il y a tout l'aspect, justement, les cromlechs, les pierres levées,
Mais aussi les églises, quand on sait que nos églises chrétiennes, elles sont pour la plupart faites sur d'anciens sites mégalithiques. Ouais, c'est vrai. La cathédrale de Clermont, par exemple, elle est bâtie sur, Mais même sur, Notre-Dame de Paris. sur un puits druidique et qui fait, je ne sais plus combien, alors il a été comblé, mais il fait C'est quoi, un 17 ou 18 mètres. C'est un trou dans la terre. Alors je ne sais pas comment il l'utilisait, probablement il devait descendre les gens dans vrai trou. Un trou, oui. Il devait descendre les gens dans ce puits, les y laisser pour que la roche modifie leur... Confinement minéral, pour confiner la glande pinéale. Et puis ensuite, ils sortaient les gens, ils les mettaient sur une dalle exposée au soleil pour que les gens aient une révélation. Voilà. Et en même temps, ça avait un effet thérapeutique. Donc ça force à la Mais ça peut aider une décorporation de se mettre dans un trou. Je vais remonter plus loin. Il y a 20 000 ans, des chamanesses. Voilà, j'ai rien compris. Non, mais C'est possible aussi. Qu'est-ce que tu sous-entends Il y a par 20 000 là ans, des chamanesses en état de conscience modifié se sont aperçus qu'il y avait des flux, des énergies qui circulaient, qui s'entrecroisaient. Donc elles ont mis à jour les vortex telluriques, c'est-à-dire les convergences électromagnétiques, ça crée des vortex. À ces points précis ont été fabriqués. Ça, là, on passe du paléolithique supérieur, donc ère magdalénienne. Là, on arrive au culte pré-celtique, druidique. Eux, ces gens, là où les chamanesses avaient disposé quelques pierres, 2-3 bâtons, fait un petit hôtel ésotérique, et c'était fait sur... Ils ont dit, bon, là, on va vraiment sanctifier le lieu. On commence à élever des pierres, etc. Alors, on va parler de Stonehenge. Le cromlech le plus connu du monde, c'est Stonehenge en Grande-Bretagne. Si tu le regardes, les dalles circulaires montrent l'orbe électromagnétique contrarotatif et il y a 5 pierres levées qui montrent les 5 faces du cube. Alors il manque une face, tu vas me dire elle est où? C'est le sol. Les 4 pierres que tu vois face à face, comme ça, il y en a une 5e qui est de côté. Le sol marque la 6e face du cube. Donc le cromlech de Stonehenge, c'est l'orbe électromagnétique contrarotatif et le noyau mercabique. C'est-à-dire que même ces cultures pré-celtiques avaient fait le même cheminement que les chamanesses du paléolithique supérieur. Et sur ces sites, Marcel le sait, Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Reims, etc., les premières églises, les premiers temples qui ont été bâtis, qui ont précédé le christianisme, c'était des temples de Sérapis, des temples de Mithra. Et le christianisme, à partir du IVe siècle, a rasé tous les temples de Mithra, tous les temples de Sérapis, d'Isis, de Cybèle, le temple d'Atis, etc. Ils ont construit quoi? Des églises chrétiennes. Toutes les églises, les cathédrales et les basiliques chrétiennes sont bâties sur d'anciens sites qui remontent au paléolithique, sur des sites de convergence électromagnétique, des vortex telluriques. Comme la Mecque, par exemple, aussi. La Mecque, il y a un rapport avec la Mecque, le gros cube noir. Le cube noir, la Kaaba, qui est un cube, c'est pareil, ça décrit un cube métatronique. Et la surconvolution autour, ça te décrit la contrarotation du véhicule céleste. Les 3 cubes des cultes abrahamiques, c'est les téphilines chez les juifs. Les téphilines, c'est les petits cubes qu'on se met sur le bras et sur le front, qui montrent le Ka et le Ba qui s'interfusionnent. La Kaaba, chez les musulmans, c'est pareil, c'est un cube métatronique. Et dans la Bible, tu vas me dire, il est où le cube? Tu vas dans l'Apocalypse, dans les évangiles, et puis tu as la Jérusalem céleste, c'est un cube. On en a parlé tout à l'heure, 144 000 arêtes de coudées, ça fait 2200 km. Ça te décrit un cube. On te le décrit vraiment, le cube métatronique décrit dans les évangiles, ça te le décrit parfaitement. Brillant de 1000 feux comme de l'améthyste et des saphirs. Il y a 12 strates, il y a 12 strates de pierres précieuses. Ouais, puis les 24 vieillards. Les 24 vieillards sont les 24 faces de l'octangle étoilé. C'est-à-dire, ça te décrit l'infrastructure éthérique d'un cube métatronique. Alors les gens qui le lisent avec la lecture de surface... Tu peux définir un métatronique? Pardon? Tu peux définir le terme métatronique? Métatron. Métatron, c'est le nom qui est utilisé pour décrire les noyaux mercabiques dans la tradition judaïque. On dit métatron. Métatron, c'est une merkaba qui... C'est une forme? C'est un cube contrarotatif. C'est un cube dressé sur une pointe. Alors que métatronique, ça veut dire un cube contrarotatif. Alors si un jour tu atteins l'enstase mystique, si tu atteins l'inverse d'activité neuroélectrique, ton activité neuroélectrique va générer un champ électromagnétique contrarotatif. On est tous une mini pile à basse intensité, le système cérébrospinal.
par effet Chladni, ça fait comme sur la Terre avec les vortex telluriques, ça crée des formes géométriques, des icosaèdres, des dodécaèdres. Ça a été mis en évidence par Platon à une époque, au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un phénomène physique, ça. Si tu prends une enceinte, pour faire de la musique, tu la mets sur le dos, tu mets une plaque métallique dessus de 1 mm, tu mets du sable, tu mets la musique, ça va te décrire des étoiles de mer, Qui vont changer selon la fréquence selon sonore. la fréquence. Ça s'appelle un effet Chladni. C'est ce qui se passe avec ta mini-pile électromagnétique de ton corps. Quand ça va se mettre en contre-rotation, ça va créer par effet Chladni des formes éthériques autour de toi. Une convergence électromagnétique, c'est un vortex. Et quand on dit qu'une personne s'élève, c'est vraiment, ce serait nos fréquences qui s'élèveraient aussi? Ben, s'élever, c'est allégorique. S'élever, c'est aller vers allégorique, l'insof, c'est une allégorie, ça. Après, bien Aucun sûr- rapport avec les fréquences. Si, tu élèves, parce qu'au plus tu vas vite, tu vas frôler la vitesse de la lumière, et puis tu vas dépasser la vitesse de la lumière, tu vas rentrer dans le monde infrascopique, donc bien entendu, à un moment donné, la fréquence s'élève même grandement. Hein. Paradoxalement, avec une descente progressive de ton activité neuroélectrique. Au plus ton activité neuroélectrique va descendre, au plus ton champ contre-rotatif va tourner vite. Et au plus tu vas avoir une expansion de conscience. On appelle ça l'éveil paradoxal. Les neurologues l'ont détecté depuis une trentaine d'années, ça depuis les années 80. Le quatrième état de conscience, c'est-à-dire l'éveil paradoxal, est attesté maintenant par les neurologues. Il y a 4 états dans une conscience. Le sommeil profond, le sommeil paradoxal, donc c'est le rêve, l'état de veille entre 20 et 30 Hz, et le quatrième état de conscience, c'est l'enstase mystique, la supraconscience. Ça, les neurologues, maintenant, c'est acquis. Hein. Ils savent. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des EEG sur les gars, et puis ils ont vu qu'à un moment donné, les électrocardiogrammes, l'EEG est quasiment plat, les tracés sont quasiment plats. Tu es à 0,5 Hz par exemple, donc tu ne fais plus de tracés. Et pourtant, le sujet vit une expansion de conscience, alors que normalement, il devrait être en état semi-végétatif. On appelle ça l'éveil paradoxal. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, là, je sais pas. Moi, j'avais une question pour Denis, la même qu'Alexandra a posée à Marcel Vas-y, Taniaga. ce sera beaucoup moins précis et... Oui, non, mais qu'est-ce qui t'a fait aller vers notre chaîne? Pourquoi tu es allé sur notre chaîne? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Ce qui m'intéresse, c'est surtout des réponses par rapport à mes expériences, en fait. Ouais, d'entrée, on avait parlé, tu avais fait des rêves lucides. Des rêves lucides et une sorte de... Je crois que je suis sorti... Enfin, cette sensation de sortir de mon corps et de me déplacer au-dessus, d'être un endroit, bah, je l'ai ressenti dans une expérience chamanique. Tu vois, j'ai eu l'impression d'être tout, d'être à la table, d'être tout. Non, tu es allé au-delà. Là, t'es allé au-delà. Et du coup, j'ai jamais compris ce qui s'est passé parce que... Alors, tu as fusionné le sujet et l'objet, ça s'appelle. C'est-à-dire que tu n'as fait plus qu'un avec l'univers. J'ai même deviné le prénom d'une nana. Ouais, ça va loin. Hein. Tu vois? Je savais que la nana s'appelait comme ça, qu'elle avait un tatouage à un endroit précis. Et parce que je suis un scientifique dans l'âme, si tu veux, hein, donc je me cherche un peu, j'ai pas la vérité. Mais je m'interroge, tu vois. Du coup, des fois, quand je sens qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je vais essayer d'analyser, d'essayer de le reproduire. Donc, du coup, d'aller chercher un peu loin. Du coup, j'ai expérimenté que oui, c'était pas juste dans ma tête, quoi. Et puis mes rêves lucides aussi, voilà. Quand je fais des rêves lucides, j'ai des questions par rapport à ça et ça m'intéresse. Est-ce que tu as eu toutes tes réponses grâce à la chaîne? Grâce à Jean-Paul? Ouais, en fait, vous m'avez donné beaucoup de grains à moudre, en tout cas, et des réponses, des explications, en tout cas. J'ai du mal à intégrer tout. Forcément. Alors, qui fait du bien en ce moment à ma discipline, c'est Ben Alexander. Oui, ben, Ah là là, lui, il fait, dans ma discipline, c'est un monsieur qui a une reconnaissance internationale, c'est un scientifique, un neurochirurgien. Alors, le gars, ça fait plaisir quand ça confirme tes travaux. Et Ben Alexander. Quand ça confirme tes travaux, que tu as 30 ans ou 20 ans de travaux, que tu arrives, tu poses tes dossiers sur la table, et que tout le monde te dit « ouais, mais ça, c'est tiré par les cheveux », et qu'un monsieur comme ça arrive et qu'il explique que le cerveau n'est qu'un relais biologique, la conscience est ailleurs, elle est encodée dans le champ aurique. Ah, mais ça fait un bien fou à ma discipline, ça. Ça vient d'une personne, ça fait du bien. Non, mais la publication 99 de Pim van Lommel, le cardiologue de CHU à Rotterdam, en Hollande, c'est une publication qui n'a jamais été contestée. Hein. Elle est méthodologiquement parfaite.
Et personne n'a jamais pu dire que, ni même contester ce qu'il avait trouvé. Et le compte-rendu de ces analyses d'expérience aux frontières de la mort, c'est la conscience ne se situe pas dans le cerveau. Voilà. Et c'est ce qu'a repris mon collègue Charbonnier. Avec la conscience extraneuronale, Voilà. c'est ça. Charbonnier, il dit il y a une conscience analytique qui est intracérébrale, et il y a une conscience intuitive, lui il parle d'intuitif, mais une conscience intuitive qui est extraneuronale, extracérébrale, qui se situe ailleurs. Voilà. Il définit le cerveau juste comme un relais biologique. Les informations transitent, c'est une antenne, transitent par le relais biologique, c'est le cerveau, ça c'est le système cérébrospinal, mais le système cérébrospinal ne fait que transiter les informations. Les informations ne sont pas stockées dans ton corps, sont stockées dans ton champ aurique, dans ta Merkaba. Alors lui, il ne va pas jusqu'à là, il ne cite pas des noms issus de... C'est un chrétien en plus. Ouais, il ne va pas jusque là, il essaie de rester le plus cartésien possible, mais quand moi je l'entends parler, je comprends qu'il veut dire la conscience, elle est dans ton champ merkabique. Eh bien, grâce à tous ces compléments d'informations, j'espère que Marcel, tu as été ravi d'avoir les informations que Jean-Paul nous a encore une fois données. On se reverra. Mais bien sûr qu'on se reverra. Ce n'est qu'à nous revoir, comme on dit. En tout cas, merci d'avoir tous été présents pour regarder cette vidéo. Merci encore une fois d'être parmi nous. N'oubliez pas le petit like si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. C'est comme ça que vous aurez toutes les informations en temps et en heure. On remercie à nouveau Mouton Lucide de la chaîne Mouton Lucide sur YouTube. Allez-y, vous allez vous régaler. Des likes et des abonnements aussi sur sa chaîne et vice-versa, bien sûr. Encore une fois, merci Jean-Paul d'être parmi nous et de nous donner tout ton savoir, parce qu'il faut savoir que c'est quand même du travail. Voilà, ça n'arrive pas comme ça par hasard. Et merci encore une fois, Marcel, d'avoir fait tout ce trajet pour venir nous voir. Et merci de l'intéressement que tu portes à cette chaîne. Et écoute, j'espère qu'on te reverra très prochainement, parce qu'il y a encore plein de sujets et ça déborde de questions. Et voilà, c'est génial. En tout cas, merci beaucoup. Et merci Clément. Et merci à tous. Voilà. Un grand Bonne merci fin de de la soirée. voix. Et à très très bientôt sur la chaîne Société Supraconsciente. Bye bye. Ciao. Bye bye. Salut. Il y a eu une trentaine de personnes à peu près qui ont validé une expérience de mort imminente dans l'Assemblée. Ça fait 10%, on sait que grosso modo c'est à peu près ça, entre 10 et 15% chez les adultes, les gens qui retracent au décours d'un arrêt cardiaque ou d'un état de choc un phénomène de type NDE, quoi. Donc tu vois, là, dans une assemblée de 300 personnes, il y avait au moins 10% de personnes qui sont exprimées en disant « Moi j'ai vécu ça ». Alors c'est juste une question de fluidité de la glande pinéale. La prédisposition, c'est juste si la glande pinéale, elle est composée de microcristaux d'apatite noyés dans du liquide céphalorachidien. Et c'est le radar de l'âme. C'est le radar vraiment de ton soi divin. Et au plus la glande pinéale est réceptive, au plus tu es sujet à des EMI, des décorporations. Au plus ta glande est cristallisée, au moins tu es réceptif à ça. Comme tu viens de parler, c'est super cette caméra parce que tu utilises des termes plus conventionnels, moins kabbalistiques. Tu vois, je pense que pour atteindre mon public, il faudrait que tu fasses l'effort. C'est ce qu'on parlait avec Marcel il y a 10 jours en arrière, où j'expliquais, Marcel me dit c'est bien parce que tu as une approche ésotérique, mais tu essayes de rationaliser un maximum à côté. Ouais. Il a fallu que j'aille taper dans la neurologie pour voir qu'est-ce qui se passait au niveau physiologique. Je me disais, mais mince, il y a un mécanisme à ça, il y a des ressorts qui animent ce truc. Il faut filmer là. Hein, et en fait, c'est tout lié à l'activité neuroélectrique. Dès que tu passes, pour passer en... Ouais, je l'ai mis sur pause. Je vais chercher la caméra. Nous on croit, on devine, on espère. Le Yankee sait. Il sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vont se charger du reste. On est tout nu quand on passe devant le Yankee. En état de samadhi, on ne peut rien dissimuler à l'émanation de la substance.
Elle le connaît comme si c'était notre papa, quoi. C'est notre papa-maman. On ne peut pas, on est nu sans avocat devant l'UMP. Hein. On ne peut rien dissimuler. Et pour rentrer là-dedans, il y en a qui ne sont pas aptes. Il y en a qui se font refouler à l'entrée. Ils ne rentrent pas dans le nightclub. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez élevés? Il y a une dose, on a une dose à plus ou moins un gros pourcentage chez les humains de frustration, de névrose, de jalousie, de rancœur. Et tout ça, il faut l'éliminer du système limbique. Si ton système limbique n'est pas nettoyé, si tu n'arrives pas propre devant le UMP, tu es rejeté. Ta phase infrascopique va durer le temps d'un éclair, 1 ou 2 secondes. C'est ça le jugement chez les catholiques? Il n'y a pas de notion, le Yuan-Ki ne te juge pas. Le Yuan-Ki, il n'est pas là pour te juger. Mais il y a des accès qui te sont interdits si tu n'as pas nettoyé ton système limbique, si tu n'as pas fait la paix intérieure. Il faut être nettoyé de névroses, de psychoses, des jalousies, des rancœurs, des illusions, de la fausseté. Il faut arriver propre. En fait, il faut arriver le plus vide possible. C'est bizarre aussi, il faut même être nettoyé de l'amour. Il faut être sans amour et sans haine. Ah, c'est vrai. La base du zen, la base de la zénitude, du samadhi, dans les doctrines à haute intensité spirituelle, c'est d'être même détaché de l'amour. C'est un sana. Il faut être détaché de l'amour et de la haine. Il faut être d'une neutralité divine. Le Yuan-Ki n'est ni bon ni mauvais, il est dans l'absolu. Et il faut reconfigurer ton esprit, il faut acquérir l'esprit paradoxal. Le koan, c'est ce qu'il dit chez les Asiatiques. Quand tu atteins cet esprit paradoxal où tu transcendes tout, le bien et le mal, là tu peux rentrer devant le Yuan-Ki, devant l'émanation de la substance divine, ça y est, c'est propre. Tu n'as plus de jugement de bien, de mal, tu n'es plus dans le sujet, l'objet, tu fusionnes avec le Yuan-Ki. Et c'est le ticket pour rentrer. Si t'as pas le laisser-passer, tu rentres pas. C'est une gymnastique mentale où tu es obligé d'être objectif, même envers toi-même. Tu dis non, mais même c'est vrai, là, moi je suis encore chargé de jalousie, de rancœur et d'un tas de trucs. Il faut lâcher tous les bagages. Tous les biais cognitifs qu'on appelle, c'est ça. Il faut même que tu renonces à l'attachement que tu as à ta propre vie. Parce que quand tu passes là, pour 4 heures d'activité neuroélectrique, c'est presque un examen que le Yuan-Ki te fait passer. Il te fait croire que tu vas mourir à 4 Hz. Ça s'appelle Da'at chez les juifs kabbalistes. Tu penses que tu meurs, il y a un anéantissement. Ta psyché, on dirait une ampoule qui explose ou une télévision qui implose, ça fait boum comme ça. On dirait que tu te réduis à la taille d'un atome, que tu n'es plus rien, c'est le mort pendant quelques secondes. Et là, les gens, 9 fois sur 10, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont peur, parce qu'ils tiennent à leur propre vie, ils se réincorporent, parce qu'ils se disent, là, je suis allé trop loin dans l'expérience. Alors que le phénomène débute juste après. Après les 4 Hz, là, 4 Hz, c'est l'entrée dans l'univers tachyonique, dans le monde infrascopique. Et il faut avoir abandonné même sa propre vie. La première fois que tu passes, tu te dis, putain, là, ça y est, je suis mort. Et le Yuan-Ki, c'est pas ce qu'on laissait passer, ça. Il a dit, tiens, cet être, renoncer, pensait qu'il allait mourir, je le laisse rentrer dans mon royaume. Il a même fait don de sa vie pour venir à ma rencontre. Tu reviens, quand tu es dans notre réalité, tu es catatonique, tu es prostré. Et ceux qui vivent les EMI, ils ont cette catatonie aussi? Ben, ils le vivent leur catatonie par leur état, le choc post-traumatique. Ils ont eu un arrêt cardiaque, ils sont pas bien après quand ils reviennent. Ils font leur EMI et après ils sont en convalescence. Donc en fait, cet état catatonique, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont dans leur lit d'hôpital en train de se remettre de leur choc post-traumatique. Donc oui, ils le vivent, mais ils s'en aperçoivent pas. Alors que quand tu le fais dans le yoga ou le tai chi, quand tu fais un samadhi, un satori, une ansage mystique, là tu le vois qu'il se passe quelque chose. Là, pendant une dizaine d'heures, tu es déconnecté. On te parle, tu as l'impression de répondre, tu n'ouvres pas la bouche. Et puis tu es tellement en train de te questionner sur ce qui vient de se passer que ça monopolise ta conscience, elle est axée que sur ça. Tu te dis qu'est-ce qui s'est passé. Ça ne... que les patients, après ça, ils prennent quelques médicaments pour calmer tout ça. Non, parce qu'après, une fois que ça se dissipe, c'est bien, c'est dans un état de félicité, tu vois, c'est bien, après, il faut pas croire. Mais c'est vrai qu'il y a ce passage, la décompensation. Moi, je ne le savais pas la première fois que ça m'est arrivé, je me disais, ça y est, j'ai perdu la tête, je suis devenu fou.
Je croyais que j'allais jamais me remettre de cette frustration. Je me disais, mais elle est où? Passer mon énergie de me lever, de reprendre ma vie, j'arrivais plus. J'étais statufié, comme ça, j'arrivais plus à reprendre le cours de mes idées. Après, en étudiant le phénomène, ça frappe tous les sapiens qui passent par ce phénomène. C'est un processus psychophysiologique, c'est comme ça. Et notre configuration, elle est faite comme ça. Je fais partie des gens qui ont vécu le phénomène comme tous les autres l'ont vécu avant moi et comme ils le vivront après moi. C'est comme ça. Sauf que tu as tout cartographié. Après, ouais, parce que moi, il fallait vraiment que je sache. J'avais envie de connaître le mécanisme. Je voulais savoir ce qui se passe dans notre réalité. Comment ça se fait qu'on peut atteindre l'antéversus, qu'est-ce qui se passe? C'est lié, c'est un phénomène mais qui a été cartographié. Les juifs l'ont cartographié, les taoïstes, les hindouistes, les soufis, Chez les chrétiens, on a ça aussi. Mais un peu, avec des mots différents. C'est les chrétiens grecs et turcs, c'est un turc grec Asie de mineure. l'époque, Asie mineure, qui décrivait les télonies, Ouais. les péages aériens. Ouais. Alors, quand tu mourais ou quand tu faisais une transe parce que tu étais un saint et que tu avais ta transe mystique, Ouais. en fait, tu avais ton ange gardien qui t'accompagnait et ton ange psychopompe qui t'accompagnait. Ouais. Et qui à chaque fois devait négocier avec, entre guillemets, un démon, c'est un gardien du seuil, quoi. Ouais, les archons. Hein, voilà, qui disait mais non, là, elle peut pas passer. Enfin, c'était un Davila qui décrivait ça. Ouais. Elle peut pas passer là, regardez, elle a mangé un petit gâteau sans le dire à ses copines. Donc, et elle a eu beaucoup de plaisir à manger ce petit gâteau. Donc, elle ne peut pas monter au paradis, c'est impossible. Regardez la concupiscence qu'elle a eue avec ce petit gâteau. Pire qu'un rapport sexuel. Il faut le détachement, c'est vrai. Voilà, bon. Et évidemment, l'ange gardien dit non, c'est pas du tout ça. Et l'ange gardien négocie avec le démon pour que tu puisses monter. Donc tu vois, il décrivent quand même ces... Après, les chrétiens primitifs, comme ça, les chrétiens primitifs, les chrétiens d'Asie mineure, déjà ils étaient troglodytes, c'est eux qui creusaient dans les carrières de grès, là ils se faisaient le naos, ils se faisaient le machin. C'était très quand même allégorique. Il y a une lecture profonde avec le Sod pour les chrétiens primitifs qui a été complètement perdue par les chrétiens byzantins. Les chrétiens byzantins étaient complètement déconnectés des premiers chrétiens primitifs. Ils avaient perdu le sens caché des Écritures. Il faut le décrypter après tout ça. On en a parlé hier, les chrétiens primitifs, le personnage Pierre, chez les Byzantins, Képhas. Alors Képhas, chez les chrétiens troglodytes, les chrétiens d'Asie mineure, c'est le cube Képhas. C'est l'hôtel. L'hôtel. Envoyé des photos. Ouais, c'est l'hôtel. C'est vrai que tu trouves des hôtels taillés dans la pierre. Cubique.